qui a également été développée avec l'objectif que les personnes facilitatrices comme vous puissent connaître les processus à développer pour établir des liens entre les entreprises et les entrepreneurs, et afin que les facilitateurs puissent gérer avec succès des initiatives de co-innovation ouverte. Alors pour cela, le webinaire va inclure les points suivants sur l'agenda. Premièrement, on va voir un exemple de réussite d'une personne facilitatrice. On va continuer avec la présentation du manuel de l'éco-innovation ouverte qu'on a déjà mentionné. On va continuer avec une session pratique et interactive avec vos participants pour la mise en œuvre de la méthodologie et pour que vous voyez comment ça marche. Et on va continuer finalement avec la clôture du webinaire et avec un résumé de toutes les activités qui vont venir sur ce domaine-ci. Alors, je laisse tout de suite la parole à Tamer Taha, qui est le président fondateur de Yomken.com, qui va tout de suite nous expliquer un peu son exemple de réussite sur les domaines de l'éco-innovation ouverte. Si vous me permettez, Martha, juste avant de commencer l'entretien avec M. Tamer Taha, juste comme Martha disait, on a l'honneur aujourd'hui d'avoir M. Taha, président de Yomken, un facilitateur d'innovation ouverte. Après ça, on présentera un résumé du manuel d'éco-innovation. Et après, on vous propose de participer dans une activité courte pour au moins avoir une conversation sur les risques et besoins des entreprises dans leur but d'innover et de pouvoir se connecter avec les startups. Alors, avant de commencer avec le manuel, on a l'honneur de parler avec M. Taha. Et Tamer, merci pour être ici. Et on a quelques questions pour vous, pour au moins connaître votre cas en tant que facilitateur et que vous puissiez partager un petit peu avec le reste vos recommandations, donné qu'on est ici pour aider à d'autres organisations, d'autres territoires et secteurs dans leur but de connecter, non? de mettre en liaison les entreprises et les entrepreneurs. Par exemple, la première question, elle est évidente. Hein? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, nous introduire ou nous présenter un petit peu Yomken et qu'est-ce que vous faites? D'abord, merci beaucoup Martha et Ignacy et bonjour tout le monde. Je suis Tamer Taha, fondateur de Yomken.com. Je vois que Marie a partagé le site. Donc, comme Martha et Ignacy ont dit, Yomken.com, c'est la plateforme de crowdsolving ou d'innovation ouverte du monde arabe. On a commencé déjà en 2012, avant même que ce concept d'innovation ouverte était assez reconnu dans cette région, avec l'idée de faire le lien entre les entreprises et les gens qui ont des idées innovantes, soit des startups, soit des ingénieurs, des innovateurs, même des étudiants à l'université. Et on faisait ça via un processus très simple sur la plateforme, où on commence par le challenge. On commence par un challenge qui vient d'une entreprise, qui vient d'une grande boîte, qui vient même d'une entité gouvernementale ou une ONG. Et on écrit ce challenge-là d'une façon scientifique, d'une façon très claire, pour que tout le monde peut penser à la solution de ce challenge. Activable, non? Activable, non? Que tout le monde puisse le comprendre et participer voilà. du défi. Non? Exactement, exactement. Donc, on étudie très
très en détail le challenge et on voit aussi quels sont les problèmes similaires dans d'autres parties du monde, quelles étaient les solutions aussi. Et tout ça nous aide à formuler le challenge d'une façon bien articulée pour que ce soit après publié sur la plateforme. La plateforme est trilingue, donc anglais, arabe et français. Et puis, quand le challenge est publié, on reçoit des solutions qui dépendent en fait des critères écrits dans le challenge. Donc, les critères des fois sont très spécifiques vu les besoins de porteurs de challenge ou solution seeker, comme on dit en anglais. Oui. Et après ça, on fait un processus de filtration pour voir quelles sont les meilleures solutions qui sont bien reçues. Et après ça, on fait c'est-à-dire on fait formellement le lien entre l'innovateur et l'entreprise ou la personne ou l'organisation qui a besoin de solutions. Et ça se formalise en contrat. Donc, il y aura un contrat entre les deux entités ou la personne et l'organisation. Et beaucoup de fois, il y a que l'organisation n'a pas le fonds, surtout quand on parle d'une PME, ils n'ont pas les moyens financiers pour financer ce challenge-là. Ouais. Donc, notre rôle aussi de Yomken, c'est non seulement de faire le lien entre l'entreprise et l'innovateur ou le startup, mais aussi de trouver des moyens de financement qui peuvent financer en fait la collaboration. Exactement. Donc, jusqu'au maintenant, on a publié plus que 75 challenges dans des différents domaines, agriculture, industrie, manufacturier, même dans des domaines de développement urbain, tout ça. Donc des domaines très diversifiés et je vous invite tous à visiter le site pour aussi voir quels étaient en fait les challenges et aussi on a un portfolio qu'ils ont réussi, il y a une rubrique pour toutes les solutions. On travaille dans 4 pays, Maroc, Tunisie, Jordanie et Palestine, avec nos partenaires locaux. Donc, pour le Maroc, on travaille avec Rapismala, qui sont nos partenaires au Maroc. En Tunisie, on travaille avec L-Space. En Jordanie, on travaille avec Tech Tribes et en Palestine, on travaille avec Build Palestine. Donc, on a fait notre propre manuel pour que ces entreprises-là soient, exactement, soit nos partenaires locaux et travaillent avec nous. Donc, très bien, très bien. Très intéressant. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu quelles difficultés typiquement vous rencontrez pendant que en fait, dans tout ce processus d'innovation verte, dès que vous publiez ou même identifiez le défi, le challenge de l'entreprise jusqu'à ce que la collaboration arrive, quelles sont les difficultés que vous voyez typiquement? Généralement, le plus grand challenge, c'est la mentalité des PME ou des entreprises de prendre le risque de travailler avec une start-up ou travailler avec un innovateur qui a peut-être une idée très ce risque. Donc, comment convaincre les grandes organisations à travailler avec des petits groupes de jeunes dans des domaines très risqués. Et ça, c'est pas facile, mais je pense le plus qu'on a des exemples de réussite et plus d'expérience dans différents secteurs, le plus de confiance on établit avec ces grandes organisations. Et ça, bien sûr, ça a pris beaucoup de temps pour établir.
Mais je pense que maintenant, la culture d'innovation est maintenant de plus en plus Consolidé. Hein. exactement. Ça existe de plus en plus. Tout le monde voit l'importance de créer des incubateurs, de travailler avec des startups pour être toujours dans le top de frontières de technologie et de savoir de plus en plus quelles sont les dernières idées, comment écouter aussi plus hors d'organisation, comment pouvoir absorber des idées innovantes hors de l'organisation. Donc ça, c'est une. La deuxième chose, c'est comment, dans le cas où l'entreprise ou le corporate est convaincu avec cette idée, comment financer le processus. Exactement. Parce que, y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi. Nous-mêmes, on est contrat entre l'entreprise et l'innovateur. C'est comme ça qu'en fait, on a réussi à continuer nos opérations. Et cette confiance, ces 10%-là, on les divisait en deux. Donc, on prend 5% dès qu'on identifie le challenge et avant de la publier sur la plateforme. Et les autres 5%, c'est seulement quand on réussit à trouver une solution qui est crédible à l'organisation. Donc ça, on essaie de partager le risque aussi avec l'organisation qui cherche des solutions. Et aussi, comme j'ai dit, on essaye avec nos différentes connexions, notre réseau des bailleurs du fonds, des entreprises, des organisations internationales qui travaillent sur ce domaine. On essaye aussi d'offrir de soutien financier aux organisations qui n'ont pas ces moyens financiers. Donc ça, c'est les deux challenges et comment on essaye ça, c'est très intéressant par rapport aux ressources économiques, non? Parce que en votre cas, c'est vous qui fixez le prix, c'est-à-dire la récompense. Et alors, cette récompense que vous parlez de ce 10%, c'est vous qui fixez cette récompense ou c'est l'entreprise qui décide? Pour mon challenge, la récompense, c'est celle-là. Ça, c'est une question très importante. Parce que la récompense, ce n'est pas nous qui décidons, mais nous, on suggère à la compagnie quelle est la meilleure récompense. Et finalement, c'est à eux de décider. Parce que finalement, c'est du supply and demand, c'est du offre et demande. S'ils vont offrir une bonne récompense, bien sûr, il y aura beaucoup de solutions de meilleure qualité même. Exactement. Ça fait part de la proposition de valeur, non? Du défi aux jeunes innovants. Non? Par contre, on a aussi pensé que la récompense n'est pas seulement toujours une récompense financière. Tout à fait. Ça peut être même un petit certificat que cette personne a contribué à cette solution. Ça, c'est déjà peut-être une récompense. Donc, aussi, on essaye de trouver quelle est la meilleure récompense pour le groupe qui est prévu à trouver des solutions. Une récompense aux étudiants sera différente à une récompense aux startups, par exemple. Donc, ça dépend aussi de la difficulté du challenge et aussi de la rareté des compétences demandées pour ce challenge. En fait, on parle de tout ça dans le manuel, hein, c'est-à-dire vous aidez les entreprises à faire la définition du challenge, du défi, et pas seulement la définition du défi, mais à définir quelle est la récompense ou la proposition de valeur que l'entreprise propose aux entrepreneurs ou aux les différentes typologies de personnes qui peuvent participer. Non? Et c'est un service, en fait, que vous offrez aux entreprises. Non? Vous leur aidez à que leur défi marche bien. Ça, c'est très bien. Est-ce que j'ai deux questions seulement? Est-ce que
vous pouvez partager un petit peu un projet, un cas que vous aimez bien. De ces 75, je pense que vous avez dit de Oui, 75. 75. Il y en a un que vous aimez bien tout le temps en parler. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup, mais peut-être, vu qu'on parle sur l'économie verte, il y a plusieurs cas, en fait, mais il y a un qui était assez intéressant. C'était une entreprise qui travaille dans l'export des végétaux, végétaux frozen, donc congelés. Congelé. Congelés. Et le triage de ces végétaux, il était fait par une façon assez manuelle, donc par la main. Et ça causait beaucoup de problèmes et beaucoup de risques d'erreurs humaines, en fait. Donc, cette entreprise, elle voulait trouver quelles seront les idées qui peut-être qui étaient bon marché pour travailler avec eux. Et on a mis ce challenge pour trouver des idées, comment on peut faire le triage d'une façon mieux sans avoir une erreur humaine. On a reçu une dizaine de solutions. Parmi elles, il y avait une qui est venue des étudiants, en fait, d'ingénieurs. Et ils ont utilisé le image processing donc, et le machine learning pour faire le triage automatique. Et ça avait un impact de diminuer l'erreur humaine ou l'erreur dans le triage de 90%. Donc, bien sûr, vu le coût de cette challenge ou la récompense, disons, c'est le retour d'investissement était énorme. Donc ça, c'est une. Il y a beaucoup d'autres challenges en termes de trouver des solutions locales pour des challenges locaux. Donc, en Égypte, on a beaucoup de canne à sucre. On cultive beaucoup de canne à sucre. Les déchets qui viennent de ce canne à sucre-là, malheureusement, ils sont toujours brûlés. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas de valeur économique, mais c'est parce que leur transport était assez difficile. Donc, le transport des déchets de canne à sucre était assez difficile. D'accord. Donc, une des solutions qui est venue pour ce challenge, il était comment utiliser le moteur de pompe en fait de l'eau. Comment utiliser le même moteur pour couper ces déchets-là pour que ce soit plus facile à transporter. Et ça, c'était une innovation très, très intéressante. Et même l'innovateur, il a postulé pour un brevet pour en fait après ça commercialiser cette innovation et ce soit et il y avait un succès énorme dans ça. Je peux même après mon discours, je peux vous envoyer le vidéo qui parle et qui montre cette. Oui, parfait. Si vous voulez partager l'information au chat. Et en fait, tout le monde, hein, si quelqu'un a des commentaires ou des doutes ou des questions, vous avez le chat pour participer, d'accord? Bien sûr. Très intéressant, Tamer. Une dernière question. Est-ce que vous avez vu ces dernières années, vous avez déjà, non, c'est la 10e année, non, de votre activité. Et on va fêter en octobre 10 années C'est juste comme nous, hein, juste comme SDLI. C'est la même chose, octobre 2012. Est-ce que vous avez vu une croissance des projets d'économie verte, circularité, éco en général? Bien sûr, c'est-à-dire si on voit ça, si on compare maintenant aujourd'hui avec 2012, bien sûr, il y a une énorme augmentation ou croissance en termes d'importance, en termes aussi
c'est-à-dire donner l'importance à ce secteur, ça a beaucoup Il y a plus de défis évolué. sur votre plateforme, il y a plus de défis maintenant qui ont relation avec ce secteur. Oui, non seulement des défis, mais aussi je veux dire que maintenant les entreprises ils comprennent que les défis environnementaux peuvent aussi se traduire à des défis économiques à long terme. Exactement. Donc, et aussi, on peut dire ça aussi a un rôle avec les politiques et les lois, parce que maintenant, tous les lois, ils se transforment à des mesures éco-friendly, comme on dit, que les entreprises doivent prendre conscience. Donc, la conscience a augmenté et aussi les fonds qui sont en relation avec le climate change et le climate action, ils sont maintenant en abondance. Et en plus que ça, l'Égypte, elle va ôter le COP27 en novembre. Donc ça aussi, ça a créé beaucoup d'importance en termes dans ce domaine d'économie verte. Donc, bien sûr, ça a augmenté d'une façon énorme. Très bien. Je pense qu'il y a une question au chat. Il y a Vassilem Natef qui vous demande si vous pouvez donner les principaux indicateurs de votre plateforme en 10 ans d'existence. En 10 ans, on a fait comme je viens de mentionner, Madame Wassila, on a publié 75 challenges. On a travaillé avec plus qu'une centaine de partenaires, des ONG, des universités, des grandes boîtes, des organisations internationales, des centres de recherche. Le montant total des récompenses est de $140,000. On a fait trois challenges qui étaient cross-border, donc une challenge venue d'un pays avec une solution d'autres pays. Donc, on a pu, via la plateforme, faire ça. Et ça, c'est une des indicateurs pour nous de très importance. Comment on peut faire des liens entre différents pays. Parce que, honnêtement, dans la région arabe, les problèmes ou les challenges, disons, dans l'agriculture en Tunisie, ils sont plus ou moins les mêmes en Égypte, qu'au Maroc, qu'en Algérie, que la Libye. Donc, on partage beaucoup des challenges. Et ça veut dire qu'on peut partager aussi des solutions. Donc, une solution peut être exportée avec plusieurs autres pays. Et j'aurai l'honneur de travailler avec vous tous et vous toutes pour en fait, ça veut dire travailler sur comment on peut répliquer les solutions d'un pays à l'autre. On a plus de 10 000 utilisateurs de la plateforme, dont 30% sont actifs, donc ils postulent toujours des solutions. Donc, voilà. Et aussi quelque chose important que j'ai oublié de dire, on a fait plus que de 35 Challenge Identification Workshops. On a fait plus que 35 workshops où on invite des différentes entreprises pour qu'ils viennent pour en fait identifier leur challenge. Parce que c'est pas facile de mettre le point sur quels sont les challenges. Donc, on a fait ça pour en fait comme un modèle de monter des nouvelles challenges ou nouveaux défis. Merci de votre réponse et félicitations en fait, parce que c'est un travail incroyable. Bon, Vassila se demande si c'est rentable pour vous. Je peux dire que c'est rentable, ça nous fasse pas des millionnaires, mais c'est rentable. Moi,
j'ai une dernière question, en fait, c'est la dernière. Est-ce que les défis sont typiquement, je suppose, adressés à des agents locaux, c'est-à-dire aux étudiants locaux dans votre territoire, ou c'est ouvert à niveau international? Ça dépend de challenge parce que toujours on pense à la solution avant de penser au challenge. Ça veut dire, on a des fois reçu un challenge de France, d'une entreprise française, et ils voudraient spécifiquement des solutions qui viennent du monde arabe, de l'Afrique du Nord, parce que aussi, on a des compétences et pour eux, c'est plus bon marché qu'en France. Donc, ça dépend des challenges. Est-ce qu'on peut après exporter ces solutions-là sans avoir un coût extra? Est-ce que ça va être un problème en termes de communication après entre l'innovateur et l'entreprise? Donc, ça dépend de la solution. Mais on a beaucoup d'exemples où il y avait des challenges internationaux et aussi des solutions internationales. Eh bien, ma mère, merci beaucoup pour ces minutes avec nous et pour partager toute votre connaissance sur l'innovation ouverte. Et si vous pouvez partager. Merci beaucoup pour m'inviter. Je vais aussi laisser mes coordonnées ici pour plus d'échanges avec les collègues qui sont sur. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Allez, donc, après ce petit entretien qui, je pense, a été très intéressant, et je suis sûr que pour tout le monde aussi, je vais partager la présentation. Juste laissez-moi une minute. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Parfait, merci. Allez, donc, après cette première partie du webinaire, on a déjà eu l'introduction de Martin, le panneau avec le cas de réussite de Yomken. Le centre de ce webinaire, c'est la présentation du manuel méthodologique pour faciliter l'éco-innovation verte et pour aider les facilitateurs, c'est-à-dire ces organisations comme Yomken se trouvent au milieu entre les entreprises et les entrepreneurs pour faciliter cette mise en relation. D'accord? En fait, ce manuel, je vais juste présenter un petit peu le résumé de ce manuel. Mais le manuel parle de ce que M. Tamer parlait il y a quelques secondes. En fait. C'est une méthodologie, il y a des étapes dans un processus, et dans chaque étape, il y a des activités à faire, des services à offrir aux entreprises et aussi aux entrepreneurs. Il y a des choses qui mentionnaient M. Taha qui sont spécifiées dans le manuel. D'accord? En fait, ce manuel s'accompagnera d'une plateforme qui va se publier dans quelques jours et qui devra vous aider à faire cette facilitation entre les entrepreneurs et les entreprises. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de la créer, en fait, cette plateforme. D'accord? Mais aujourd'hui, on va se centrer sur le manuel pour que vous puissiez en fait, connaître la méthodologie qu'il y a derrière les processus d'innovation verte. Je n'ai même pas introduit SDLI et moi-même, et je m'excuse. C'est déjà dit, je m'appelle Ignacy Klaus, je suis le CEO chez SDLI. SDLI, c'est une firme, une compagnie de services professionnels d'innovation verte. On aide les entreprises
ouvrir leurs défis d'innovation à des agents de l'extérieur, aussi de l'intérieur. Et on le fait depuis 2012 et nous sommes à Barcelone. D'accord? Et on travaille pour un genre très ouvert de clients, hein, industriels, social, alimentation, etc. Et pour nous, c'est un honneur d'être ici. Et je vais m'excuser aussi pour mon accent, d'accord? Il y a longtemps que je parle pas français et c'est probable que j'oublie quelques mots de temps en temps, mais je vais essayer. Je vais essayer, d'accord? Donc, comme je disais, le centre aujourd'hui, c'est le manuel d'éco-innovation verte pour les facilitateurs de l'économie circulaire, d'accord? L'objectif, c'est de soutenir cette mise en relation entre entreprises et entrepreneurs dans le domaine de la circularité, l'économie verte, etc. D'accord? À travers la méthodologie d'innovation verte. Pourquoi l'innovation verte? Pourquoi l'open innovation? Bon, en fait, c'est ce que disait M. Dahan. C'est évident que l'innovation verte, c'est déjà prouvé, permet aux entreprises d'atteindre des publics plus larges, plus pertinents et plus divers. Des étudiants, des ingénieurs, des rechercheurs, des startups. C'est-à-dire, tu peux avoir un accès à une pluralité de public. Et c'est très important. Quand tu as besoin de résoudre des défis complexes, d'accord? Ça t'aide aussi à réduire les coûts d'innovation parce que pour le même coût, tu as accès à un nombre plus élevé de possibles solutions aux tes défis. D'accord? Donc, il y a des économies d'échelle aussi. Après, si tu travailles bien le défi, comme disait M. Taha, ce n'est pas facile, mais si tu travailles bien les défis, ça te permet d'avoir une meilleure orientation client, ce qui est très important dans la réalité complexe que nous habitons aujourd'hui. Tout ça, ça fait que tu peux atténuer les risques de l'innovation. Et de la même façon que tu peux avoir accès à un nouveau talent, tu peux travailler avec ce nouveau talent. Et donc, il y a une diversité de bénéfices de l'innovation verte. Donc, dans ce concept d'innovation verte, quel est le rôle du facilitateur? C'est très important, en fait, le rôle du facilitateur. Et partout au monde, il y a des hubs d'innovation qui sont créés et il y a des facilitateurs qui ont différentes typologies, parfois publiques, parfois privées, parfois des consultants. Il y a différents ranges de facilitateurs, d'accord? La finalité est la même, et celle de faciliter cette relation entre les entrepreneurs et les entreprises, ces collaborations, qui par naturalesse n'est pas évidente, d'accord? Et par tradition aussi, d'accord? Donc, votre rôle, c'est basiquement de soutenir les entreprises et les entrepreneurs dans leur processus d'éco-innovation, fournissant des ressources, des méthodologies, des connaissances, des services qui fassent cette collaboration possible entre les différents acteurs. Donc, une fois on connaît l'objectif d'un facilitateur, la première chose à faire, et on parlait avec M. Dahan par rapport à leur si c'est rentable ou non, c'est rendible ou non, leur chose à faire, c'est la création de l'organisation qui va jouer le rôle de facilitateur. Donc, il y a des recommandations au manuel qui peuvent vous aider dans ce processus de création
pas uniquement de l'organisation, mais aussi de votre écosystème d'innovation. Parce que vous devez créer un écosystème. Par définition, un facilitateur, c'est un écosystème. Il a besoin d'un écosystème. Vous avez besoin de sécuriser votre modèle de revenu. M. Taha a parlé de son modèle de revenu. Il a parlé d'un pourcentage. C'est pas il y a plusieurs modèles de revenus possibles pour un facilitateur. On parle de ça aussi au manuel. Après, il faut établir une série de partenariats, et M. Taha a parlé de ça aussi, centre de recherche, université, etc. Il faut créer une équipe de travail qui soit entrepreneur et qui sache travailler en écosystème. Il faut avoir un réseau de mentors, coachs et accès à investisseurs et experts de l'industrie, parce que vous aurez besoin aussi d'offrir le service d'accompagner aux entreprises et aux entrepreneurs dans leur collaboration pour qu'ils soient contents avec cette collaboration. Et après, il y a une autre activité qui est très importante pour les facilitateurs, c'est l'activité de communication, du marketing, de l'innovation ouverte, de votre activité. Il faut sensibiliser au sujet pour attirer les entreprises à travailler avec l'écosystème d'innovation. D'accord? Parce que, comme M. Taha disait, au moins en 2012, ce n'était pas évident. C'est de plus en plus normal, mais l'innovation il y a toujours un dilemme avec l'innovation. Il faut travailler, il faut résoudre les problèmes d'aujourd'hui et il faut en même temps essayer de trouver des solutions pour demain. Et ce dilemme, ce problème a besoin ou la solution passe par que le facilitateur soit capable de sensibiliser. D'accord? Une fois on a dit ça, et s'il vous plaît, laissez les questions au chat, et s'il y en a, Martha, s'il te plaît, si tu peux m'informer, j'arrête et j'essaie de répondre. D'accord? Donc, ce que vous trouverez dans le manuel, c'est une méthodologie qui est organisée en différentes étapes du processus d'innovation ouverte. D'accord? Ça, c'est comme votre chaîne de valeur des catalyseurs ou des facilitateurs de l'éco-innovation. D'accord? C'est 8 étapes. D'accord? Dans ces 8 étapes, on a structuré le manuel de cette façon-ci. Une première introduction comme compréhension par rapport à l'étape. Après, les processus et les activités et les outils que vous pouvez utiliser dans chaque étape. Et après, les services associés, c'est-à-dire comme facilitateur, quels sont les services que je peux offrir aux entreprises et aux entrepreneurs dans cette étape. D'accord? Par exemple, M. Taha parlait qu'ils font des Challenge Identification Workshops. Ça, c'est un service qu'ils font pour les entreprises dans la première étape d'identification des défis. D'accord? Et on commence avec la première étape, l'identification des défis. Comme M. Taha disait, c'est très important d'identifier les défis de l'économisation ouverte de l'entreprise. Et votre rôle, c'est de faire une plongée profonde dans l'entreprise afin d'apprendre à les connaître et apprendre quels sont leurs besoins. Et en fait, dans ce cas, leurs besoins éco. Et leur aider aussi à catégoriser et hiérarchiser les besoins. Ce n'est pas juste les besoins, mais il faut convertir, il faut traduire ces besoins en défis, en challenge activable, compréhensible pour l'audience cible à laquelle vous voulez que l'entreprise ou l'entreprise veut diriger leur challenge. Ce n'est pas évident pour une entreprise qui essaye de faire ça la première fois. Ici, vous devez convertir le besoin en défi, redéfinir le défi, faire une révision finale du défi
enfin, accompagner l'entreprise à définir le défi. D'accord? Et il y a des services ici associés à cette étape aussi. Après, on a parlé de ça aussi avec M. Tahar. Ce n'est pas seulement, voilà, ça c'est le défi, ça c'est le challenge que je veux publier dans votre plateforme. À la fin, les défis, c'est une compétence avec d'autres défis, d'autres entreprises. Alors, vous devez définir une proposition de valeur pour les entrepreneurs qui participent de votre challenge, le challenge de l'entreprise. D'accord? Donc, il faudra que vous aidez à définir cette proposition de valeur. Et normalement, ce n'est pas la même proposition de valeur pour tous les défis. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du challenge, ça dépend de l'urgence de l'entreprise, ça dépend de l'importance des défis pour l'entreprise. Il y a beaucoup de facteurs et il y a beaucoup de possibilités. D'accord? Et dans le manuel, on a défini une variété d'éléments qui peuvent composer la proposition de valeur d'un défi d'innovation verte. D'accord? Et vous aurez accès au manuel, vous verrez les différentes options. D'accord? Mais on parlera de ça dans la dynamique pratique qu'on vous propose. Ça sera une dynamique courte, mais on ouvrira un petit peu la conversation. D'accord? Après ça, typiquement, tout le monde est préparé pour lancer le défi. Hein? La fin, c'est un concours que vous avez ouvert, vous avez lancé sur une plateforme. Et votre rôle ici, c'est de donner toutes les informations nécessaires sur le défi et le processus aux entrepreneurs pour faciliter la participation des entrepreneurs au défi de chaque entreprise. D'accord? C'est votre rôle de faire la publicité et la promotion du défi vers l'audience cible de ce défi. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a des différentes activités et services à offrir au fur et à mesure que nous bougeons au long du processus d'innovation. En fait. D'accord? La cinquième étape, c'est le scoutisme ou la recherche. Hein? C'est-à-dire, c'est pas juste ici, il y a le défi et j'attends. Hein? Sinon, il y a le défi et je peux offrir le service de rechercher activement les entrepreneurs ou les personnes que je pense sont capables de résoudre ce défi en particulier que nous avons publié. Donc, c'est votre rôle ici. Et c'est un rôle très important parce qu'en fait, une marque, il fait la différence par rapport à d'autres facilitateurs. Si vous êtes un facilitateur qui est capable de trouver toujours des startups ou des entrepreneurs très créatifs, très puissants et qui ont des solutions qui peuvent adapter aux défis, donc vous avez beaucoup de possibilités d'être rendible comme facilitateur. Après, il y a le filtrage ou la sélection. Et en fait, c'est normalement l'entreprise qui fait la sélection, ce n'est pas vous. Mais vous pouvez aider l'entreprise à définir les critères de sélection, à les accompagner à prendre la décision pour voir quel entrepreneur répond le mieux aux objectifs du défi. Donc, en fait, les entreprises aimeront bien que vous voir avec eux, les aidant à prendre les décisions. Cette étape, c'est les aider à fermer l'accord de collaboration. D'accord? C'est pas, pour beaucoup d'entreprises, ça sera la première fois ou c'est pas normal. Et vous devriez avoir des outils
pour faciliter la création de ces accords de collaboration. D'accord? Et finalement, comme M. Lara disait, il y a le fait d'aider les entreprises à trouver les ressources économiques pour les projets. Une chose, c'est la récompense économique, s'il y en a, pour la start-up, ou l'entrepreneur, ou le chercheur, ou qui que ce soit. Mais une autre chose, c'est, d'accord, je veux faire croître ce projet, je veux aider cette start-up. En fait, c'est un projet pour moi. J'ai besoin de ressources. Donc, si vous êtes capable d'aider l'entreprise et de trouver des ressources pour eux, c'est une autre différenciation comme facilitateur. C'est un service très important. Et dans le manuel, et ça, c'est les 8 étapes, en fait, dans ce manuel, il y a des exemples d'activités très spécifiques, d'activités et services que vous pouvez offrir dans chaque étape. Et une chose que je voulais vous dire, c'est que chaque facilitateur est différent, d'accord? Et il n'y a pas un facilitateur qui fait tout, non? Tous les services et toutes les activités. Mais c'est vous à choisir l'activité, les activités à faire, mais nous, au moins, vous avez dans le manuel des recommandations d'activités par étape, d'accord? Classifiées selon outils, services et par étape, d'accord? Ce qui est très important. J'espère que ce manuel organisé de cette façon-ci peut vous aider à développer ce concept d'éco-innovation verte. Appliquons ces méthodes qu'on vous propose. Une fois j'ai fait ce résumé, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais aller… non, d'accord. Je vous propose de faire une petite dynamique pratique, très facile pour au moins parler un petit peu entre nous. Et on va le faire avec, si vous me permettez, avec un exemple pas réel, en fait, mais juste qu'on a créé juste pour pour parler entre nous. On utilise l'imagination. On imagine une entreprise qui s'appelle Lucis Textiles, du secteur textile, évidemment, et qui a deux besoins, réduire la quantité de déchets générés par la production de leur textile et stimuler l'innovation et encourager la réutilisation au sein du secteur. En même temps, il y a un entrepreneur qui travaille au secteur industriel, mais en fait, il a une application qui permet aux petites usines de tirer par des déchets générés par les grandes usines. Et dans ce cas, les petites entreprises peuvent acheter les tissus restants produits par les grandes usines, ce qui aurait un impact direct, peut-être, sur la durabilité du secteur. On imagine cette situation-là, non? Donc, si on imagine cette situation-là, je vous propose, et je vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez aller sur ce lien, menti.com, et utiliser le code 77613958 que Maria va partager au chat. Aussi, vous pouvez utiliser le code, le QR code. Et vous verrez qu'on va vous poser des questions là-bas. Je vais partager aussi l'écran. Ou non, sinon, Maria, non? Finish the screen? Parfait. Il faut aller ici, introduire le code. Non. Allez, combien de personnes nous avons? Allez, vous voyez que nous avons la première question. La première question, c'est connaissant les besoins de Lucis Textile.
que feriez-vous pour contribuer à les résoudre comme facilitateur d'innovation verte? Et on vous demande que juste si vous pouvez écrire une réponse. Et après ça, on peut ouvrir un leçon et parler un petit peu entre nous. Mais premier, s'il vous plaît, répondez à la question sur le lien. Et on verra les réponses. On va vous donner 2, 3, d'accord? Non, mais je vois que il y a quelques-uns qui sont en train de partager le code. Vous êtes déjà dans le lien. Donc, ce n'est pas le code que vous devez partager, mais la réponse à la question. Par exemple, je vais demander à l'entreprise d'adhérer à une plateforme, parfait, qui regroupe des utilisateurs de déchets. Parfait. D'accord, c'est juste un... Merci pour partager ton doute. C'est juste aller sur ce lien et vous avez un endroit pour répondre à cette question. Si on imagine cette situation entre Lucy's Textile et l'entrepreneur, qu'est-ce que vous feriez pour contribuer à résoudre les besoins de Lucy's Textile? Une première chose à faire, c'est leur demander de rejoindre, de s'adhérer à la plateforme. À part de s'adhérer à la plateforme, comme quelqu'un a partagé, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Que M. Taha a déjà expliqué, par exemple. L'entreprise doit mettre en place une procédure de triage des déchets pour une meilleure valorisation. Alors, là, c'est une solution déjà. Non? mais on vous demande un petit peu comme facilitateur. Non? Vous êtes une plateforme qui facilite la relation entre entrepreneurs et entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette entreprise trouve des solutions à l'extérieur de leur organisation? Monsieur Daha, par exemple, a parlé de la définition du défi. Non? Maintenant, on a parlé que Lucy's Textile, ils ont un besoin. Mais on doit travailler ce besoin, on doit le travailler comme si c'était un défi d'innovation. Il faut le définir, il faut le formuler d'une façon que ça soit activable et publiable sur une plateforme. Ça, c'est une première activité que comme facilitateur, vous devez faire. D'accord? C'est la première recommandation. Et si vous faites un workshop avec cette entreprise, c'est un bon service à offrir pour leur aider à formuler le défi d'innovation. Très bien. Quelle est la valeur de cette entreprise dans nos entrepreneurs? C'est juste la deuxième des actions à faire. Non? Tu as fait la définition du défi. Après, il faut proposer la proposition de valeur. C'est-à-dire quelles sont les récompenses que j'offre comme entreprise aux entrepreneurs pour me donner des solutions. Pourquoi ils viendront chez nous pour partager leurs solutions? Il faut les offrir quelque chose. Non? Très bonne réponse et merci Ahmed au chat. En fait, on peut faire une chose. On peut ouvrir le son et Maria, if you can move to the next question. On peut le faire en parlant. Hein? Comment formulerez-vous le défi pour le rendre plus compréhensible? Quels sont les éléments que vous pensez qu'un défi d'innovation doit mentionner? Un titre, c'est évident, non? Mais quoi de plus? Là, les réponses à ces questions sont dans le manuel, d'accord? Vous le verrez. Mais il y a le détail
des templates, non? Que vous pouvez utiliser pour aider aux entreprises dans ce processus. Très bien, une vision. Pourquoi, non? C'est-à-dire, pourquoi c'est important pour nous de résoudre ce problème? Parce que les entrepreneurs doivent comprendre quel est le but et le paysage long terme, non? De la relation avec cette entreprise. Très bien, une vision. Il y a aussi, par exemple, c'est important de partager un contexte, non? Très bien expliquer l'objectif, l'offre de l'entreprise, comprendre la mission, traduire l'objectif SMART. Très bien, très bien, très bien. Parfait. Let's move to the next question. Maria, merci pour participer. Que souhaitez-vous offrir aux entrepreneurs qui proposent des solutions? Dans ce cas-là, hein, qu'est-ce que vous imaginez que l'entreprise Lucy's Textiles peut offrir comme récompense aux entrepreneurs qui participent et qui gagnent? Et M. Taha a déjà parlé de quelques récompenses. Hein? Travailler en partenariat, des conseils. Oui, pas. C'est-à-dire l'entreprise a des experts. C'est important, ça aussi. Des objectifs à atteindre en collaboration. Oui, offrir la matière première avec des prix assez bas. Intéressant. Par exemple, typiquement, ça pourrait être aussi un prix économique pour faire un pilot project, hein, une preuve de la technologie de l'entrepreneur. Hein, pour faire une preuve pendant 3 mois de la technologie de l'entrepreneur pour un chiffre. D'accord? Exactement. Exactement. Très bien. Merci. Let's move to the next question. Maria. Qu'est-ce qu'on peut faire pour capter l'attention de votre communauté cible pour une fois le défi a été publié? On a déjà parlé que, bon, en fait, M. Taha nous a dit que dans leur communauté, ils ont 10 000 participants, que 30% sont actifs partageant leurs idées de stratégie de marketing. En fait, ici, on peut faire des workshops, des conférences, des newsletters, du social media. Il y a plusieurs activités que vous pouvez faire. Hein? Exactement. C'est important que vous avez ces activités intériorisées dans votre organisation comme facilitateur. D'accord? Et oui, c'est un défi aussi, c'est un challenge aussi de faire participer votre communauté. Hein? Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile d'avoir un 30% de membres actifs de votre communauté. Ce n'est pas facile. C'est nécessaire de leur donner beaucoup de valeur en récurrence pour avoir ce niveau d'activité. Très bien, identifier l'intérêt, le défi, la valeur, etc. Très bien. Merci beaucoup à tous. Ouais. De quoi pensez-vous avoir besoin pour réussir dans un processus de repérage, non? De scoutisme, de recherche, non? Imaginez que vous avez un défi de l'entreprise et vous voulez trouver
100 startups qui sont très fortes. Très bonnes. Qu'est-ce que vous avez besoin pour le faire? Quels outils? Une grille d'évaluation? Oui. Critères de sélection. C'est important. Et il faut le dire aussi, hein, quand vous publiez le défi, c'est important de dire à qui ce défi est adressé. D'accord? Et quels seront les critères de sélection? Un univers des deux parties intéressant, bien détaillé. C'est aussi très important et très recommandable d'avoir une database de startups, des territoires dans lesquels vous participez. Et c'est un actif à développer et qui doit avoir un bon facilitateur, d'accord? Une database et aussi des partenaires qui travaillent directement avec des startups, d'accord? Des universités qui ont leur centre d'entrepreneurship et ce genre d'organisation, d'accord? C'est notre recommandation et vous le trouverez dans le manuel. Merci à nouveau. Je pense qu'on a une dernière question. Yeah, last question. Quels seraient des exemples, dans ce cas-là, hein, Lucis Textiles, de critères pour sélectionner la meilleure solution? Valeur ajoutée, durabilité. Très bien. Source de motivation, impact. L'équipe aussi, non? Le niveau de disruption, non? D'innovation de la solution. Solution bien exprimée, chiffrée, réalisable, très important, réalisable. Très bien. Dans le manuel, vous trouverez des exemples de critères utilisés par différentes entreprises, d'accord? Pour faisabilité technique, etc. Très bien. Je vous remercie pour votre participation. Et je pense que merci. Je vais tourner sur la présentation. Juste si vous me confirmez que vous pouvez le voir, l'écran, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Donc, bref, juste vous faire la réflexion là, pour finaliser. Ce manuel va vous aider à offrir le service de facilitateur d'innovation verte dans le domaine de l'économie verte. Classifié par activité, processus, outils et services que vous pouvez offrir dans chaque étape du processus d'innovation. D'accord? Et c'est fait en base à une recherche que nous avons faite avec différents exemples de participateurs, parmi lesquels YOMKEN, parmi lesquels notre expérience aussi directe avec les entreprises. Ça doit vous aider à jouer ce rôle-là et j'espère que ça va être utile avec cet objectif d'impulser des projets éco entre entrepreneurs et entreprises dans votre territoire. D'accord? Une fois le manuel est déjà présenté, je vous remercie pour votre participation et aussi sur la dynamique online sur Mentimeter. Et je vais passer la parole à Martha,
qui va finir la session avec une explication des prochaines activités et les prochaines choses à faire pour activer un petit peu la plateforme de éco-innovation verte de SwitchMed. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ignacy, pour toute l'explication. C'était très intéressant. Et comme tu as bien dit, en fait, je vais faire un résumé des activités à venir sur le domaine de l'éco-innovation de notre part. Alors, la plateforme d'éco-innovation va être lancée en février 2022. Et des premiers challenges sur le domaine textile seront également lancés sur la plateforme, dans le cadre du projet Stand-Up qui est spécialement spécialisé sur le domaine textile. Alors, l'objectif de lancer ces challenges-ci, c'est en fait que ceux-ci soient répondus avec des solutions éco-innovatrices de la part des entrepreneurs et des startups en général. Et l'idée, c'est qu'on va lancer des bons d'éco-innovation que nous, on appelle Eco-Innovation Vouchers. Et ceux-ci vont être lancés également en février. Et en tout, 20 bons seront déboursés dans les 5 pays du projet Stand-Up. C'est Tunisie, Égypte, le Liban, l'Espagne et l'Italie. Et chaque bon équivaut à 20 000 € à peu près. Et ça veut dire que 4 bons vont être déboursés sur chaque pays que je viens de mentionner, en fait. Et l'idée de débourser ces bons-ci est de soutenir les entrepreneurs à développer les solutions qu'ils ont lancées sur la plateforme afin qu'ils répondent aux challenges qu'ils ont identifiés. Et à la fin, que ces bons servent à créer des liens entre les entreprises qui sont les chercheuses de solutions avec les entrepreneurs qui sont ceux qui d'habitude apportent des solutions. Alors, ces bons-ci vont être lancés directement en début moitié février. Alors, ça c'est par rapport au projet Stand-Up, mais c'est vrai que dans l'initiative SwitchMed, il va y avoir des activités de lancement de challenges pareils dans des pays pilotes qui vont venir prochainement. Et en tout cas, on va vous donner plus d'informations en ce qui concerne les vouchers que je viens de mentionner. En tout cas, je vous conseille vraiment de vous abonner sur la newsletter parce que là, vous allez trouver plein d'informations en ce qui concerne la plateforme, les challenges qui vont être publiés et les vouchers et comment ça fonctionne en général. Et bon, c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie vraiment, Tamer et SDLI pour la présentation. Et on espère vous voir prochainement. Merci beaucoup. Si on va partager si vous pouvez partager la newsletter, Martha, comme ça, Ahmed. Tout à fait. Normalement, ils l'ont reçu également avec l'invitation au séminaire, au webinaire, mais en tout cas, je vais la partager. Ah, oui. Sur le même email qu'ils ont reçu. Oui, exactement. C'est la même newsletter, en fait. D'accord. Juste pour... je pense que c'est justement juste dire que c'est très intéressant, c'est bon que Martha explique. C'est en fait une très bonne façon de faciliter cette relation entre entrepreneurs et entreprises. Ça vous permet d'avoir à chaque pays jusqu'à plus ou moins 80 000 € pour 4 défis. Pour 4 relations entre défis et entreprises, ce qui facilite beaucoup la capacité de faire attractive la proposition de valeur des défis que vous avez publiés. Alors, je pense que c'est de très bonnes news et c'est un bon message pour finir le webinaire. Merci tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, quelques commentaires, quelques doutes. En tout cas, dans les prochains jours, semaines, vous recevrez le manuel et la publication de la plateforme digitale à travers de laquelle on fera ces relations entre entreprises et entrepreneurs dans le domaine de l'éco-innovation. D'accord? Merci beaucoup. Oui, j'ai mis en fait les liens vers la newsletter au cas où, et comme ça, c'est plus facile pour y accéder. Merci. Merci, Martha.